péché est du moins aussi grand pour le poème quand son traducteur en veut rendre les figures mot pour mot. En premier lieu, le traducteur ne saurait rendre les mots avec précision sans être obligé de coudre souvent à un mot qu'il traduit des épithètes pour en restreindre ou pour en étendre la signification. Les mots que la nécessité fait regarder comme synonymes ou comme relatifs en latin et en français n'ont pas toujours la même propriété ni la même étendue de signification. Et c'est souvent cette propriété qui fait la précision de l'expression et le mérite de la figure dont le poète s'est servi. On traduit ordinairement en français le mot des Russes par celui de maître, quoique le mot français n'ait pas le sens précis du mot latin qui signifie proprement le maître par rapport à son esclave. Il faut donc quelquefois que le traducteur emploie une périphrase entière ou bien rendre le sens d'un seul mot, ce qui fait traîner l'expression et rend la phrase languissante dans la version de vive qu'elle était dans l'original. Il en est d'une phrase de Virgile comme d'une figure de Raphaël. Altérer tant soit peu le contour de Raphaël, vous ôtez l'énergie à son expression et la noblesse à sa tête. De même, pour peu que l'expression de Virgile soit altérée, sa phrase ne dit plus si bien la même chose. On ne retrouve plus dans la copie l'expression de l'original. Quoique le mot d'empereur soit dérivé de celui d'imperator, ne sommes-nous pas obligés, par l'étendue différente de la signification de ces deux mots, d'employer souvent une périphrase pour marquer précisément en quel sens nous usons du mot d'empereur, en traduisant imperator. Des traducteurs excellents ont choisi même quelquefois d'employer dans la phrase française le mot latin imperator. Un mot qui aura précisément la même signification dans les deux langues ne peut-il pas encore, quand il est considéré en tant que simple son et pris indépendamment de l'idée, laquelle y est attachée, se trouver plus noble en une langue qu'en une autre langue, de manière qu'on rencontrera un mot bas dans une phrase de la traduction où l'auteur avait mis un beau mot dans l'original. Le mot de Renaud est-il aussi beau en français que Rinaldo l'est en italien? Titus ne sonne-t-il pas mieux que Taït? Les mots traduits d'une langue à une autre langue peuvent encore y devenir moins nobles et y souffrir, pour ainsi dire, du déchet par rapport à l'idée attachée au mot. Celui d'hospes ne perd-il pas une partie de la dignité qu'il a en latin, où il signifie un homme lié avec un autre par l'amitié la plus intime? Un homme lié avec un autre jusqu'à pouvoir user de la maison de son ami comme de la sienne propre, quand on le rend en français par le mot d'hôte, qui signifie communément celui qui loge les autres ou qui loge chez les autres, à prix d'argent. Il en est des mots comme des hommes, pour imprimer de la vénération. Il ne leur suffit pas de se montrer quelquefois dans des fonctions ou dans des significations honorables. Il faut aussi qu'ils ne se présentent jamais dans des fonctions viles ou dans des significations basses. En second lieu, supposant que le traducteur soit venu à bout de rendre la figure latine dans toute sa force, il arrivera très souvent que cette figure ne fera pas sur nous la même impression qu'elle faisait sur les Romains, pour qui le poème a été composé. Nous n'avons qu'une connaissance très imparfaite des choses dont la figure sera empruntée. Quand même nous en aurions pleine connaissance, il se trouverait que par des raisons que je vais exposer, nous n'aurions pas pour ces choses-là le même goût qu'avaient les Romains, et l'image qui remet sous nos yeux ces mêmes choses ne peut nous affecter comme elle affectait les Romains. Ainsi, les figures empruntées des armes et des machines de guerre des anciens ne sauraient faire sur nous la même impression qu'elles faisaient sur eux. Les figures tirées d'un combat de gladiateurs peuvent-elles frapper un Français qui ne connaît guère ou du moins qui ne vit jamais les combats de l'amphithéâtre, ainsi qu'elle affectait un Romain épris de ces spectacles auxquels il assistait plusieurs fois en un mois? Croyons-nous que les figures empruntées de l'orchestre, des chœurs et des danses de l'opéra affectassent ceux qui n'auraient jamais vu ce spectacle, ainsi qu'elle affecte ceux qui vont à l'opéra toutes les semaines? La figure manger son pain à l'ombre de son figuier doit-elle faire sur nous la même pression qu'elle faisait sur un Syrien presque toujours persécuté par un soleil ardent et qui plusieurs fois avait trouvé un plaisir infini à se reposer à l'ombre des grandes feuilles de cet arbre, le meilleur abri de tous ceux que peuvent donner les arbres des plaines de son pays?
Les peuples septentrionaux peuvent-ils être aussi sensibles à toutes les autres figures qui peignent la douceur de l'ombre et de la fraîcheur que le sont les peuples qui habitent des pays chauds et pour qui toutes ces images furent inventées? Virgile et les autres poètes anciens auraient employé des figures d'un goût opposé s'ils eussent écrit pour les nations hyperboréennes, au lieu de tirer la plupart de leurs métaphores d'un ruisseau dont l'eau fraîche désaltère le voyageur, ou d'un bouquet de bois qui donne un ombrage délicieux au bord d'une fontaine. Il les aurait empruntés d'un poêle des effets du vin et des liqueurs spiritueuses. Il aurait peint plus volontiers le plaisir vif que sent un homme pénétré du froid en s'approchant du feu, ou bien le plaisir plus lent mais plus doux qu'il éprouve en se couvrant d'une fourrure. Nous sommes bien plus sensibles à la peinture des plaisirs que nous sentons tous les jours qu'à la peinture des plaisirs que nous n'avons jamais goûtés, ou que nous avons goûtés rarement et que nous ne regrettons guère. Indifférents et sans goût pour le plaisir même que nous ne souhaitons pas, nous ne pouvons être affectés vivement par sa peinture, fut-elle par Virgile. Quel attrait peuvent avoir pour nous bien des personnes du Nord qui ne burent jamais une goutte d'eau pure et qui ne connaissent que par imagination le plaisir décrit par le poète, les vers de la 5e églogue de Virgile, qui sont une image si pleine d'attrait du plaisir que goûte un homme accablé de fatigue à dormir sur un gazon, et de celui que goûte le voyageur brûlant de soif à se désaltérer avec l'eau d'une source vive. Comme le sommeil sur l'herbe pour ceux qui sont fatigués, comme en pleine chaleur, étancher sa soif à l'eau délicieuse d'un ruisseau bondissant. C'est la destinée de la plupart des images dont les poètes anciens se sont servis judicieusement pour intéresser leurs compatriotes et leurs contemporains. Une image noble dans un pays est encore une image basse dans un autre. Telle est l'image que fait un poète grec d'un âne, animal qui dans son pays était bien fait et qui avait le poil luisant, au lieu qu'il est vilain dans le nôtre. D'ailleurs, cet animal, que nous ne voyons jamais que couvert pauvrement et abandonné à la populace pour la servir dans les travaux les plus vils, sert ailleurs de monture aux personnes principales de la nation, et souvent il paraît couvert d'or et de broderies. Voici par exemple ce qu'écrit un missionnaire sur l'opinion qu'on a des ânes en certaines contrées des Indes orientales. On trouve ici des ânes comme en Europe. Vous ne vous imagineriez pas, madame, que nous avons ici une caste entière qui prétend descendre en droite ligne d'un âne, et qui s'en fait honneur. Vous me direz que la caste doit être des plus basses. Point du tout, c'est celle du roi. Devrait-on juger sur nos idées un poète de ce pays-là qu'on aurait traduit en français? Si nous n'avions jamais vu d'autres chevaux que ceux des paysans de l'Île-de-France, serions-nous affectés, ainsi que nous le sommes, par toutes les figures dont un coursier est le sujet? Mais dira-t-on, il faut passer au poète, à qui l'on fait le procès sur une traduction, toutes les figures et toutes les prosopopées fondées sur les mœurs et sur les usages de son pays. Voilà en premier lieu ce qu'on ne fait pas. Je ne pense pas que ce soit par prévarication, et j'accuse seulement les critiques de n'avoir point assez de connaissance des mœurs et des usages des différents peuples pour juger quelles figures ces mœurs et ces usages n'autorisent pas dans un certain poète. En second lieu, ces figures ne sont pas seulement excusables, elles sont belles dans l'original. Enfin, qu'on interroge ceux qui savent écrire en latin et en français, ils répondront que l'énergie d'une phrase et l'effet d'une figure tiennent si bien, pour ainsi dire, au mot de la langue dans laquelle on a inventé et composé, qu'ils ne sauraient eux-mêmes se traduire à leur gré, ni donner le tour original à leurs propres pensées, en les mettant de français en latin, encore moins quand ils les mettent de latin en français. Les images et les traits d'éloquence perdent toujours quelque chose quand on les transplante de la langue dans laquelle ils sont nés. Nous avons vu des traductions de Virgile et d'Horace aussi bonnes que des traductions peuvent l'être. Tous ceux qui entendent le latin ne se lassent point de dire que ces versions ne donnent pas l'idée du mérite des originaux, et leur déposition est encore confirmée par l'expérience générale de ceux qui se laissent guider aux attraits des livres dans le choix de leur lecture. Ceux qui savent le latin ne sauraient se rassasier de lire Horace et Virgile, tandis que ceux qui ne peuvent lire ces poètes que dans les traductions y trouvent un plaisir si médiocre
Ils ont besoin de faire un effort pour achever la lecture de l'Énéide. Ils ne se peuvent lasser d'admirer qu'on lise les originaux avec tant de plaisir. D'un autre côté, ceux qui sont surpris que des ouvrages dont la lecture les charme dégoûtent ceux qui les lisent dans des traductions ont autant de tort que les premiers. Les uns et les autres devraient faire réflexion que ceux qui lisent les odes d'Horace en français ne lisent pas les mêmes poésies que ceux qui lisent les odes d'Horace en latin. La réflexion est d'autant plus vraie qu'on ne saurait apprendre une langue sans apprendre en même temps plusieurs choses des mœurs et des usages du peuple. Il a parlé ce qui donne une intelligence des figures et de la poésie du style d'un auteur, laquelle ceux qui n'ont pas ces lumières ne sauraient avoir. Pourquoi les Français lisent-ils avec peu de goût les traductions de l'Arios et du Tasse, quoique la lecture du Roland furieux et de la Jérusalem délivrée charme avec raison tous les Français qui savent assez bien la langue italienne pour entendre les originaux sans peine? Pourquoi la même personne qui aura lu 6 fois les œuvres de Racine ne saurait-elle achever la lecture d'une traduction de l'Énéide, quoique ceux qui savent le latin aient lu 10 fois le poème de Virgile, s'ils ont lu 3 fois les tragédies du poète français? C'est qu'il est de l'essence de toute traduction de rendre aussi mal les plus grandes beautés d'un poème qu'elle rend fidèlement les défauts du plan et des caractères. S'il est permis de parler ainsi dans la poésie, le mérite des choses est presque toujours identifié avec le mérite de l'expression. Ceux qui lisent pour s'instruire ne perdent que l'agrément du style de l'historien quand ils le lisent dans une bonne traduction. Le mérite principal de l'historien ne consiste pas, comme celui du poète, à nous toucher. Le style de l'historien n'est pas la principale chose qui nous intéresse dans son ouvrage. Des événements importants nous attachent par eux-mêmes, et la vérité seule leur donne du pathétique. Le mérite principal de l'histoire est d'enrichir notre mémoire et de former notre jugement. Mais le mérite principal de la poésie consiste à nous toucher. C'est l'attrait de l'émotion qui fait lire un poème. Ainsi, le plus grand mérite d'un poème nous échappe quand nous n'entendons pas les mots choisis par le poète même et quand nous les voyons point dans l'ordre où il les avait arrangés pour plaire à l'oreille et pour former des images capables de remuer le cœur. En effet, qu'on change les mots des deux vers de Racine que nous avons déjà cités, enchaîner un captif de ses fers étonnés, contraint à un joug qui lui plaît vainement mutiné. Et qu'on dise, en conservant la figure, mettre des fers à un prisonnier de guerre qui en est surpris et qui fait en vain le mutin contre un joug agréable. On note à ces vers l'harmonie et la poésie du style. La même figure ne forme plus la même image. On barbouille pour ainsi dire la peinture que les vers de Racine offrent dès qu'on dérange ces termes et qu'on substitue la définition du mot à la place du mot. Que ceux qui auraient encore besoin de se convaincre à quel point un mot pris pour un autre énerve la vigueur d'une phrase, qui même ne sort pas de la langue où elle a été composée, lisent le 23e chapitre de la poétique d'Aristote. Ceux qui traduisent en français les poètes grecs et latins sont réduits à faire bien d'autres altérations dans les expressions de leur original que celles que j'ai faites dans les vers de Phèdre. Les plus capables et les plus laborieux se dégoûtent des efforts infructueux qu'ils tentent pour rendre leur traduction aussi énergique que l'original, où ils sentent une force et une précision qui ne peuvent venir à bout de mettre dans leur copie. Ils se laissent abattre enfin au génie de notre langue, et ils se soumettent à la destinée des traductions, après avoir lutté contre durant un temps. Dès qu'on ne retrouve plus dans une traduction les mots choisis par l'auteur, ni l'arrangement où il les avait placés pour plaire à l'oreille et pour émouvoir le cœur, on peut dire que juger d'un poème en général sur sa version, c'est vouloir juger du tableau d'un grand maître, vanté principalement pour son coloris, sur une estampe où le trait de son dessin serait encore corrompu. Un poème perd dans la traduction l'harmonie et le nombre que je compare au coloris d'un tableau. Il y perd la poésie du style que je compare au dessin et à l'expression. Une traduction est une estampe où rien ne demeure du tableau original que l'ordonnance et l'attitude des figures. Encore y est-elle altérée. Juger d'un poème sur la traduction et sur les critiques, c'est donc juger d'une chose destinée à tomber sous un sens
sans la connaître par ce sens-là, mais se faire l'idée d'un poème sur ce que les personnes capables de l'entendre en sa langue déposent unanimement concernant l'impression qu'il fait sur elle, c'est la meilleure manière d'en juger. Quand nous ne l'entendons pas, rien n'est plus raisonnable que de supposer que l'objet ferait sur nous la même impression qu'il fait sur elle, si nous étions susceptibles de cette impression autant qu'elles sont. Écouterait-on un homme qui voudrait prouver par de beaux raisonnements que le tableau des noces de Cana de Paul Véronèse, qu'ils n'auraient pas vu, ne saurait plaire autant que le disent ceux qui l'ont vu, parce qu'il est impossible qu'un tableau plaise lorsqu'il y a dans la composition poétique de l'ouvrage autant de défauts qu'on en peut compter dans le tableau de Paul Véronèse. On dirait aux critiques d'aller voir le tableau, et l'on s'en tiendrait au rapport uniforme de tous ceux qui l'ont vu, et qui assurent qu'il les a charmés malgré ses défauts. En effet, le rapport uniforme des sens des autres hommes est, après le rapport de nos propres sens, la voie la plus certaine que nous ayons pour juger du mérite des choses qui tombent sous le sentiment. Les hommes le savent bien, et l'on n'ébranlera jamais la foi humaine ou l'opinion prise sur le rapport uniforme des sens des autres. On ne saurait donc, sans une témérité inexcusable, dire avec confiance, lorsqu'il est question d'un poème, qu'on n'entend pas que l'opinion que les hommes ont qu'il est excellent, n'est qu'un préjugé d'éducation fondé sur des applaudissements, qui, à remonter jusqu'au premier suffrage, ne sont la plupart que des échos les uns des autres, et c'est être encore plus téméraire que de composer l'histoire imaginaire de ce préjugé.